Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec les nouvelles mesures adoptées par le gouvernement chinois. Les députés ont adopté une série de lois à la fin de la longue semaine de la session bimensuelle qui se tient à Beijing. Parmi les lois adoptées par le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, on retrouve la première loi antiterroriste de Chine. Celle-ci entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2016. Le passage de la législation spéciale antiterroriste se base sur le corpus de lois actuelles. L'adoption d'une telle loi est une réponse aux besoins dans la lutte contre le terrorisme et rappelle la responsabilité de la Chine au sein de la communauté internationale. La loi adoptée apportera un support légal et des garanties pour le pays dans la lutte contre les activités terroristes, dans le maintien de la sécurité publique au niveau national et dans la sécurité des biens des citoyens. La loi renforcera enfin la coopération antiterroriste au sein de la communauté internationale. La série de lois établit les principes de base des opérations de lutte antiterroriste, tout en renforçant les mesures de prévention, les systèmes de traitement et de sanctions, ainsi que la coopération internationale. Han Wei-shing a indiqué que la nouvelle loi était une réponse à la menace terroriste grandissante en Chine et partout dans le monde. Il a par ailleurs rappelé qu'il était désormais essentiel de lutter contre le terrorisme à l'intérieur du pays, tout en apportant une aide au maintien de la sécurité globale. Les autorités ont également précisé que les informations partagées par les entreprises technologiques avec le gouvernement durant les enquêtes antiterroristes n'iront jamais à l'encontre des intérêts commerciaux, ni n'empiéteront sur les droits de l'homme. Ces nouvelles mesures législatives n'affecteront pas le cours normal de l'exploitation des entreprises. Et nous n'utiliserons jamais ces lois pour mettre en place des moyens détournés qui violeront les droits de propriété intellectuelle des entreprises concernées. Nous rappelons que ces lois ne limiteront pas non plus la liberté d'expression sur Internet, ni les croyances religieuses des citoyens. Le corps législatif supérieur chinois a déclaré qu'avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi antiterroriste, il était impératif de trouver un équilibre entre la sécurité publique et la protection des droits individuels et collectifs. Le parlementaire Li Shouwei nous en a dit plus sur les caractéristiques de la nouvelle législation. Tout d'abord, il faut rappeler que le terrorisme est une très grande menace pour la sécurité publique nationale, mais aussi pour la sécurité des biens des citoyens chinois. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de renforcer notre arsenal juridique pour combattre le terrorisme et pour mieux prévenir et contrer les activités terroristes. La nouvelle loi est en soi très importante pour la protection des droits de l'homme. Par ailleurs, les agences policières auront désormais les moyens nécessaires pour mener des opérations antiterroristes. Mais nous devons réguler les missions menées par ces agences, afin d'empêcher toute dérive et protéger les droits individuels et collectifs. Cette nouvelle loi antiterroriste a été incluse dans la stratégie nationale de sécurité. Elle entrera en vigueur au mois de janvier. Voyons tout de suite ce qu'elle contient. Le terme terrorisme est défini comme toute proposition ou activité qui, par des moyens de violence, sabotage ou menace, vise à réaliser des objectifs politiques ou idéologiques. La loi propose la création d'un organe de direction nationale pour la lutte antiterroriste. Celui-ci sera chargé de l'identification des activités et individus liés au terrorisme et de la coordination à l'échelle nationale de la lutte contre le terrorisme. L'État fournira le soutien financier aux régions clés, où les forces antiterroristes seront établies par la sécurité publique, les autorités nationales de sécurité ainsi que les forces armées. Par ailleurs, un centre national de renseignement sera créé afin de coordonner l'activité interdépartementale et transrégionale de renseignement sur le terrorisme. Selon la nouvelle loi, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'accès à Internet fourniront soutien et assistance technique, dont le décryptage, à la police et aux autorités dans la prévention et les investigations d'activités terroristes. Ces fournisseurs devront de plus empêcher la dissémination de l'information sur le terrorisme et l'extrémisme. L'obligation de fournir leurs clés de chiffrement aux autorités a été supprimée de la version finale de la loi. Les députés chinois ont également adopté dimanche une décision historique permettant à tous les couples d'avoir 2 enfants. La loi révisée entrera en vigueur dès le 1er janvier 2016.
Il s'agit d'une révolution majeure de la politique chinoise de planning familial. La première version du texte à l'étude établit que les couples ayant 2 enfants pourraient bénéficier d'un congé de maternité plus long. Certains couples pourraient même avoir plus de 2 enfants s'ils remplissent les critères d'éligibilité. Mais la question reste de savoir si la politique des 2 enfants pourrait s'appliquer aux familles à enfants uniques. Le professeur Teng Gongcheng étudie le système de sécurité sociale chinois et les politiques de planning familial depuis de nombreuses années. Il estime que cette nouvelle réglementation peut aider la Chine à résoudre son problème de population vieillissante. Mais cela ne devrait être qu'un début, car selon lui, d'autres mesures seront bientôt nécessaires. Je pense que le gouvernement devrait prendre plus de mesures qui soulageraient les parents de la pression qui accompagne la venue d'un enfant. C'est le cas en particulier pour les générations post-années 80 et 90, dont l'envie de fonder une famille est plutôt faible. Nous devrions fournir plus de subventions et de soutien via notre système social. La loi actuelle prévoit que les couples mariés tardivement et ayant attendu pour avoir des enfants se voient accorder des congés de maternité et de mariage allongés. Un autre article prévoit que ceux ayant choisi de n'avoir qu'un enfant reçoivent des aides sociales. Ces dispositions ont été supprimées dans le nouveau texte. Toutefois, celui-ci n'affectera pas les prestations sociales perçues par les générations précédentes qui ont appliqué l'ancienne loi de planning familial. Il en va des parents d'un enfant unique ou des parents dont l'enfant unique est né handicapé ou est décédé. Les législateurs veillent à la cohérence des régimes établis par les 2 textes. Nous souhaitons opérer une transition tous entre la politique de l'enfant unique et la nouvelle loi. Par exemple, les subventions aux familles ayant un enfant unique doivent continuer d'être perçues et nous devons leur apporter plus d'assistance. Les experts estiment que la politique autorisant la venue d'un second enfant affectera environ 100 millions de familles à travers tout le pays. Ce changement permettrait d'ajouter 30 millions de personnes à la population active d'ici 2050 et de faire baisser la proportion de la population âgée en Chine de 2%. Les législateurs en appellent à plus de coordination afin de suivre cette nouvelle politique de planning familial. Les députés ont aussi adopté la première loi de la Chine sur les violences domestiques, un tournant qui va désormais placer les victimes de ces abus sous protection. La loi entrera en vigueur en mars prochain. La violence domestique est définie comme une blessure physique, psychologique ou autre infligée par des membres de la même famille à l'aide de coups, de restrictions ou de limites imposées à la liberté physique, ainsi que via des invectives récurrentes et des menaces verbales. Selon la nouvelle loi, les victimes d'abus et les personnes en danger immédiat peuvent déposer une demande de protection personnelle, sur laquelle le tribunal doit se prononcer dans un délai de 72 heures. La loi s'applique également aux personnes vivant en cohabitation, c'est-à-dire les personnes étant pas liées mais habitant ensemble. La nouvelle loi clarifie les responsabilités des différents groupes, gouvernements, institutions locales, écoles et établissements médicaux. Les départements du gouvernement, l'institution judiciaire et les associations de femmes vont organiser des formations sur le sujet et travailler sur les statistiques de violences domestiques. L'établissement de lois contre les violences domestiques ne vise pas à briser les familles, mais à les protéger. Sur la base de tels objectifs législatifs, la prévention est plus importante que le reste. La loi peut clarifier le rôle de tous les acteurs. Crise au Moyen-Orient à présent. Selon certaines informations, les forces gouvernementales irakiennes ont remporté une victoire importante contre les djihadistes du groupe État islamique en reprenant la quasi-totalité de la ville de Ramadi, un mois après le lancement de la contre-offensive. Un porte-parole des troupes d'élite antiterroriste irakienne a déclaré que les combattants du groupe État islamique avaient fui la capitale provinciale où ils avaient pris position depuis plus d'un an. Les soldats sont actuellement en pleine opération de déminage des zones piégées, les mines étant disséminées à travers toute la ville. La dernière phase de l'offensive pour la reprise de Ramadi avait commencé jeudi dernier avec l'avancée progressive des forces gouvernementales soutenues par les frappes aériennes américaines. L'offensive avait commencé au début du mois de décembre, au moment où l'armée irakienne avait réussi à repousser le groupe État islamique vers la banlieue lointaine de Ramadi.
La mission de reprise de la partie urbaine de la ville a été lancée le 22 décembre dernier et malgré la défense désespérée des djihadistes, les troupes d'élite antiterroristes irakiennes ont progressivement réalisé des percées significatives avec l'aide des frappes aériennes américaines. Celles-ci ont permis de faire exploser, avant le passage des troupes sur le terrain, les charges explosives disséminées un peu partout à l'intérieur de la ville par les djihadistes. La reprise de Ramadi a une signification symbolique. La capitale provinciale de la vallée fertile de l'Euphrate est à seulement 2 heures de voiture à l'ouest de Bagdad. La ville est également un point de passage stratégique sur la route faisant la jonction entre Bagdad, la Syrie et la Jordanie. Ramadi est par ailleurs l'une des 3 aires identifiées comme le cœur des 3 principaux objectifs de l'armée américaine dans le combat contre le groupe État islamique. Le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, avait présenté le plan de reprise devant le Congrès au mois d'octobre dernier. Les 2 autres aires sont les raids menés par les forces d'opération spéciales et Raqqa, la capitale de facto du groupe extrémiste en Syrie. La prise de Ramadi au mois de mai avait été considérée comme une perte désastreuse. Depuis le début du mois de novembre dernier, au moment du lancement de l'opération spéciale pour la reprise de Ramadi, la coalition n'avait réussi que de très faibles percées. La BBC avait déclaré que la raison principale de la progression limitée était due à la décision du gouvernement qui avait choisi de ne pas utiliser la puissante force paramilitaire chiite afin d'éviter la montée des tensions entre les différentes communautés du pays. Mais pour le moment, un porte-parole de la coalition a déclaré que cette dernière était sur le point de reprendre Ramadi, doucement mais sûrement, faisant d'une reprise totale de la ville une réalité imminente. Si la coalition reprend le contrôle total de Ramadi, il s'agira alors d'un tournant majeur pour les forces armées irakiennes, alors que le groupe État islamique était présent sur près du tiers du territoire irakien en 2014. En Asie, le ministre des Affaires étrangères sud-coréen Yoon Byung-se et son homologue japonais Fumio Kishida se rencontreront ce lundi à Séoul. Les 2 chefs de la diplomatie doivent discuter de la problématique sensible de l'esclavage sexuel pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a froissé depuis un certain temps les relations bilatérales. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a indiqué que la réunion qui se tiendra à Séoul ne devrait durer qu'1 heure seulement. Les médias japonais ont rapporté que Tokyo pourrait proposer de mettre sur pied un nouveau fonds d'indemnisation pour les victimes sud-coréennes afin de régler définitivement la question. Les médias japonais ont par ailleurs rapporté que le Premier ministre japonais Shinzo Abe adressera une lettre aux victimes dans laquelle il présentera des excuses tout en reconnaissant la responsabilité de son pays. Les historiens sud-coréens estiment que près de 200 000 femmes, principalement originaires de la péninsule coréenne, ont été victimes du système d'esclavage sexuel mis sur pied par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Les historiens ont estimé que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée japonaise avait imposé par la force à plus de 200 000 femmes un système d'esclavage sexuel à l'intérieur de la péninsule coréenne. Seules 46 de ces femmes sont encore vivantes selon le dernier recensement effectué par le gouvernement sud-coréen. L'épineux sujet agite depuis longtemps déjà les relations entre la Corée du Sud et le Japon. Le mois dernier, la présidente Park Geun-hye a exhorté le Japon à trouver une solution définitive à cette page sombre de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Lors de sa dernière rencontre avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe à Séoul, la présidente sud-coréenne avait par ailleurs insisté sur le fait que le Japon devait trouver une solution qui serait acceptée à la fois par les victimes et le peuple coréen dans son ensemble. Les 2 gouvernements ont mené plusieurs concertations depuis, mais aucune n'a abouti à une solution définitive. La Corée du Sud n'est pas le seul pays à avoir subi le système de l'esclavage sexuel. De nombreuses femmes originaires des anciens territoires occupés par le Japon, telles que la Chine, les Philippines et l'Indonésie, ont elles aussi été victimes de ce cruel système. La plupart d'entre elles étaient enlevées de chez elles ou trompées par de vaines promesses de trouver un emploi ailleurs, dans l'industrie ou la restauration. Une fois recrutées, ces femmes étaient retenues en captivité dans les maisons closes de l'armée. Merci de rester en notre compagnie pour la seconde partie de ce journal. C'est maintenant l'heure de la rubrique Aujourd'hui la Chine qui est présentée aujourd'hui par Julie. Julie, bonjour. Bonjour. Vous allez encore nous donner de mauvaises nouvelles du ciel de Beijing, me semble-t-il. D'accord. Pour commencer, la Chine se prépare à un nouvel épisode de pollution de l'air. Mauvaise nouvelle donc. Les dernières prévisions météorologiques font état d'une nouvelle vague de smog, ce brouillard de pollution qui va s'abattre au cours des 10 prochains jours sur le nord et le centre du pays, et notamment sur les villes de Beijing et Tianjin.
Les autorités rappellent à la population de prendre des mesures de protection et en particulier de conduire avec prudence dans les zones de faible visibilité. La Chine a connu une pollution aérienne sévère la semaine dernière qui a conduit au déclenchement de l'alerte rouge dans la capitale et dans les régions voisines. Le ministère du Commerce a annoncé que la Chine a été devenue un géant du commerce en 2015. Le pays attire de nouveaux capitaux du monde entier et accélère le rythme de son investissement. Les investissements directs de la Chine à l'étranger ont augmenté de 14,2% en 2014, soit le troisième taux mondial pour la troisième année d'affilée. Les IDE devraient atteindre 135 milliards de dollars en 2015, tandis que les investissements de la Chine à l'étranger atteindront près de 128 milliards de dollars. Le commerce domestique a également enregistré une forte croissance. Le commerce de détail en ligne devrait cette année s'établir à 4 000 milliards de yuan. Les ventes de détail totales de biens de consommation sont attendues à 30 000 milliards de yuan et la consommation représente environ 60% du PIB. En termes de commerce extérieur, les exportations chinoises ont cru de 6,5% et leur part dans le marché mondial est passée de 10,4% en 2010 à 13,2% en 2015, soit un résultat supérieur à ceux des principales économies mondiales. Lors de la première demi-journée du festival de pêche sur glace dans la province du Jilin, dans le nord-est de la Chine, les pêcheurs ont rapporté une prise exceptionnelle. Il est estimé que 25 000 kilos de poissons ont été pêchés dans le lac gelé, dans l'un des 4 grands filets. La première prise du jour pesait 17 kilos. Les pêcheurs, durant les 40 jours du festival, recherchent les plus gros poissons ou le roi du poisson, parce qu'il incarnerait la bonne fortune. Il sera ensuite vendu aux enchères comme le veut la tradition. La pêche sur glace au lac Chagan est une tradition qui remonte à peu près 1000 ans pour ces tribus de pêcheurs. Ce fameux festival de pêche hivernale au lac Chagan est actuellement en cours dans le Jilin. Il attire chaque année des milliers de touristes qui affluent dans la région. Le gérant d'un restaurant local, Jiang Limin, a un nouvel aquarium où les poissons frais seront disposés durant les fêtes du Nouvel An. Les poissons frais sont vendus à un meilleur prix que les poissons surgelés. Le lac Chagan bénéficie d'une notoriété grandissante. Chaque année, il attire des milliers de touristes. Les poissons sont réputés pour être tendres, gras mais non huileux. Leur goût est unique et les clients en redemandent toujours plus. Ici, on sent le changement du boom économique et maisons rénovées aux personnes qui débordent de positivité. Chaque année, de fin décembre jusqu'au festival du printemps, se déroule une pêche sur glace de grande envergure au lac Chagan. Les cultures de pêche et de chasse sont restées vivantes au fil des siècles et ont apporté quelque chose d'unique à cette région. Les routes ont été élargies, les villages autour du lac sont plus accessibles. Je pense que la pêche n'est pas la seule activité qui attire les visiteurs au lac Chagan, mais aussi l'histoire et la culture locale. L'hiver dernier, plus de 100 millions de yuan ont été dépensés par les touristes dans la région du lac Chagan et on s'attend à ce que ce chiffre augmente cet hiver. Ainsi se termine cette rubrique Aujourd'hui la Chine. Retrouvez tout de suite Elsa pour la fin de cette édition. Merci infiniment Julie pour toutes ces informations concernant la Chine. L'heure est venue de nous quitter. Merci d'avoir suivi ce journal et merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur CCTV Français. Excellente suite des programmes.